Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coup Double et pour un nouvel épisode à 2 voix. Bon, en fait, ce sera plutôt un épisode à 3 voix parce qu'aujourd'hui, j'ai pas une, mais 2 invitées, Justine et Aurélie. Elles sont les fondatrices d'Anma, qui est un concept unique qui accompagne les femmes dans leur parcours autour de la césarienne. Si vous le savez pas, la césarienne en France concerne aujourd'hui une femme sur 5 et pour les grossesses multiples, c'est presque une naissance sur 2. Pourtant, ça reste encore un acte médical sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues et qui peut avoir un impact physique et émotionnel souvent minimisé. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de s'adresser à toutes les futures mamans et les jeunes mamans aussi, mais aussi à leurs coparents. Donc que vous soyez enceinte ou que vous ayez déjà vécu une césarienne, c'est vraiment un épisode fait pour vous. Parce que Justine et Aurélie vont nous expliquer ce qu'est vraiment une césarienne, comment se sentir actrice le jour J, comment s'y préparer pendant la période du prépartum, si elle est programmée ou non, et aussi comment bien vivre sa convalescence et prendre soin de soi en postpartum après une césarienne. On parlera aussi bien sûr de leur initiative avec Anma, qui aide les femmes à se réapproprier leur expérience de la césarienne et à vivre ce moment de manière plus sereine et positive. Avant de commencer, je vous invite à venir nous soutenir en vous abonnant, en laissant une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que vous le savez, votre aide est précieuse, elle nous permet de nous faire connaître, de nous améliorer et de continuer à grandir ensemble. Alors encore un grand merci à tous, et maintenant je vous souhaite une bonne écoute. Salut les filles! Salut Camille! Comment est-ce que vous allez? Très bien et toi? Très bien aussi, merci. Et moi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui à mon micro. Comme je vous l'ai dit dans nos échanges précédents, moi, j'ai découvert Anma il y a quelques mois sur Instagram et j'adore votre concept. Je l'adore à 1000%. Donc, je me suis dit, faut absolument que je les ai en invité et c'est pour ça que je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler à la fois d'Anma et puis de parler du sujet de la césarienne qui, en fait, touche beaucoup de femmes lors d'une grossesse multiple et une grossesse gémellaire. Merci de nous donner l'opportunité d'en parler. On est ravis de pouvoir répondre à tes questions et de faire découvrir l'univers Anma auprès de tes auditrices. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre ? Moi, je suis Justine, du coup, cofondatrice avec Aurélie d'Anma. Je suis donc actuellement, kinésithérapeute dans mon domaine, ce qui aura du sens après par la suite pour l'explication. Et donc, du coup, j'ai eu à cœur de créer Anma avec Aurélie depuis septembre de cette année. Et moi, c'est Aurélie, donc deuxième cofondatrice d'Anma. On a créé en septembre 2024 Anma suite à des conversations, moi par une césarienne d'urgence en 2023, et c'est comme ça qu'on a fait ce concept. Trop bien. On va revenir sur le concept justement qui est génial. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez en France la proportion de césariennes, alors toutes grossesses confondues, à la fois grossesse simple, grossesse multiple ? Alors aujourd'hui, les derniers chiffres datent de 2021 et le taux de césarienne pratiqué en France, donc que ça soit d'urgence ou programmée, on est autour des 21,2%. Et pour les grossesses gémellaires, c'est même vous qui m'avez donné le chiffre. On est sur un taux de 45%. C'est pour ça que ça fait énormément de sens de vous avoir aujourd'hui pour aborder cette thématique de la césarienne. Exactement. Et moi, j'ai une dernière question d'introduction pour vous. Je pense qu'on a tous énormément d'idées reçues et moi, j'en ai entendu pas mal aussi suite à ma césarienne. Pour vous, quelles sont les idées reçues les plus fréquentes sur la césarienne et comment est-ce que, avec le concept d'Anma, vous essayez d'y répondre ? Nous, en tout cas, on a beaucoup entendu, c'est que les femmes considèrent qu'elles n'ont pas accouché, qu'elles n'ont pas donné de naissance à leur enfant, qu'il y a beaucoup de culpabilisation qui vient par rapport à ça. Et vraiment, ça, on essaye d'expliquer aux femmes que c'est un accouchement comme un autre, différent certes, mais c'est un accouchement et que ces femmes-là et les coparents dans cette salle d'accouchement ont donné naissance à leur enfant. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce retour que tu fais parce que moi, la première chose qu'on m'a dite aussi quand j'ai eu ma césarienne, c'est de toute façon, t'as pas accouché, toi. Voilà. J'ai accouché. Classique. Mais oui, non, c'est vraiment ce qu'on entend beaucoup et ça fait beaucoup de peine sur toutes les femmes qui interrogeaient. Il y avait la convalescence, il y a beaucoup de choses qui englobent ça, mais ce sentiment de culpabilisation, il faisait vraiment beaucoup de peine à entendre. Justement, le concept d'Anma, comment est-ce qu'il est né ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer, vous, ce concept autour de la césarienne ? Vous l'avez un peu dit parce qu'il y a eu des naissances par césarienne de votre côté. Exactement, ce que je disais, c'est qu'en juin 2023, moi j'ai eu une césarienne d'urgence et Justine, comme l'a expliqué dans son introduction, est kiné spécialisée dans la santé féminine. On est très amis dans la vie au quotidien et c'est par beaucoup de conversations qu'on s'est dit qu'il y avait un vrai problème d'information en prépartum
apporté aux femmes et aux coparents, et un gros manque d'accompagnement dans le postpartum immédiat et le retour à la maison. Donc c'est pour ça qu'on a monté Anma aujourd'hui. Exactement. Le but c'était en fait d'informer les femmes pour qu'elles ne soient pas trop perturbées par l'événement, puisque comme le rappelait Aurélie tout à l'heure, il y a quand même 60% des femmes qui ont une césarienne en urgence la plupart du temps, et donc ils sont très peu préparés à l'environnement de la césarienne. Parce qu'en fait, sans parler même que de l'acte chirurgical, il y a aussi tout l'environnement qui entoure la maman au moment où ça arrive. Mais aussi donc l'immédiateté du postpartum qui peut s'avérer plus difficile qu'un accouchement en voie basse, même si les accouchements en voie basse peuvent aussi avoir leur lot de complications. Mais du fait que ce soit une césarienne de manière évidente, finalement, il y a quand même des choses que les femmes peuvent faire plus difficilement. Donc le but, c'était aussi de leur rendre la vie plus adaptée grâce à notre offre. Comme vous dites, c'est vrai qu'il y a un vrai manque à ce niveau-là parce que dans toutes les préparations à l'accouchement assez classiques, on nous prépare à l'accouchement par voie basse. Et la césarienne est très peu, voire pas du tout abordée. Absolument. Exactement, ouais. Alors vous, aujourd'hui, avec Anma, qu'est-ce que vous proposez justement pour pallier ce manque d'informations autour de la césarienne ? Aujourd'hui, Anma, c'est une offre en 2 temps. Donc, tu as des ateliers prénataux qui visent à informer les femmes enceintes sur le déroulé d'une césarienne, mais aussi comment le jour J, elles peuvent être actrices de ça. Donc, la femme et le coparent, on insiste beaucoup sur le fait que l'importance d'être accompagnée lors de ces ateliers, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser pour la personne qui est accompagnante, et améliorer le vécu. Donc moins l'appréhender, c'est mieux le vivre. Et ensuite, on a fait une box, une trousse Anma, qui offre plusieurs soins en postpartum immédiat, avec plusieurs outils dans cette trousse-là, afin de se reconnecter à la cicatrice, de moins l'appréhender, de mieux la toucher. Ça donne aussi accès à des ressources sur notre site internet, avec plusieurs articles qui sont écrits par des professionnels de santé. Et enfin, un programme de sport qui est fait sur 6 semaines, qui permet vraiment de se recentrer vers son corps. Je sais pas comment... Oui, de réadapter son corps au final aux efforts du quotidien qu'elles vont pouvoir vivre. Et de se dire qu'en fait, c'est pas impossible de reprendre le sport lorsqu'on a eu une césarienne. Ce qui est souvent la question. Même conseillé. Exactement, c'est la question qui nous a souvent été posée. Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport ? Et nous, on n'a pas voulu mettre un frein à tout ça. On a voulu au contraire accompagner de la meilleure façon pour le faire en toute sécurité. Aujourd'hui, c'est des ateliers en présentiel, donc sur Paris, sur des lieux partenaires. On a pour vocation de le faire en visio à partir de janvier. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Ça nous a été beaucoup demandé. Effectivement, là, c'était par la facilité de le faire à Paris, étant donné qu'on est à Paris. Et l'atelier, il est animé par une kiné, donc en l'occurrence pour l'instant Justine, et une sage-femme hospitalière dans un hôpital. Et le but des ateliers, c'est d'arriver finalement à sensibiliser donc plus de femmes à l'événement, ce qu'on disait. Et surtout, le principe de la visio, c'est qu'on aimerait bien arriver à vous toucher, vous, femmes qui êtes du coup pas en région parisienne ni à Paris et qui n'auraient pas forcément accès à tout ça, quoi. Aujourd'hui, principalement, les femmes qui participent à vos ateliers, c'est des femmes qui ont des césariennes programmées ou aussi des femmes qui, dans le cadre de leur préparation plus globale à l'accouchement, sans savoir si ça va être par voie basse ou finalement une césarienne d'urgence. Quel est le type de profil de personnes qui aujourd'hui s'inscrivent aux ateliers Anma ? Aujourd'hui, les personnes, depuis qu'on a lancé les ateliers, c'est plus des premières grossesses. Des premières grossesses, soit curieuses de j'ai envie de connaître toutes les éventualités que je peux avoir, pas assez à notre goût parce que c'est vraiment ces personnes-là qu'on a envie de sensibiliser, et aussi beaucoup de césariennes programmées. Est-ce que vous avez des futures mamans de jumeaux ? Pas encore. Plaisir en tout cas. Vos ambitions de développement dans les prochaines années, les prochains mois pour Anma, vous avez parlé de ces ateliers en visio. Qu'est-ce que vous envisagez pour Anma pour la suite ? Moi, ce que j'ai mis assez naïvement, c'est que chaque femme accouchant par césarienne ait la possibilité d'avoir une trousse Anma, soit par le bouche à oreille, soit par une maternité partenaire, mais en tout cas que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit très bien préparé en pré et en postpartum. Ça, c'est ma vision de Anma dans demain. Vision que je partage aussi également. Ouais, ce serait génial. Au même titre que quand on accouche, dans tous les cas, il y a des petits cadeaux, Absolument. Des petites pochettes pour les bébés, qui est quelque chose partie. pour la femme qui est passée par Exactement. une C'est l'enfant et généralement et la décision est prise pour l'enfant ou pour la mère, mais on prend pas assez soin des mères après césarienne. Donc voilà, Anma est là pour vous. Complètement, ouais. Et du coup, on va passer dans le cœur du sujet, plutôt aux questions sur la césarienne, comment s'y préparer, à quoi s'attendre le jour J, puis après sur les soins immédiats post-césarienne, comment prendre soin de soi justement. Du coup, on continue avec Justine. Toi, comment est-ce que tu préconises de se préparer à une césarienne quand on sait à 100% qu'on va avoir justement une césarienne ? L'avantage qu'elle soit programmée, c'est déjà d'y apporter un intérêt, je pense, déjà assez naturel, puisqu'on sait qu'elle va être l'issue de l'accouchement. Donc, ne pas négliger l'informatif. Déjà, l'informatif, ça va permettre, comme je disais, de définir l'univers dans lequel on va accoucher. Donc, savoir comment ça se passe, quelles sont les étapes, qui sont les acteurs de la césarienne, en dehors de la sage-femme dont on a souvent l'image d'un accouchement, mais en fait, c'est une césarienne, c'est une opération chirurgicale, donc savoir aussi qu'il y a un médecin,
il va y avoir des aides, des infirmières de bloc, savoir qu'il y aura donc bien sûr la sage-femme qui sera elle là le jour J, les acteurs par la suite de la césarienne aussi, qui vont aider donc à l'accueil de l'enfant et à l'accueil de la maman. Et aussi donc comment s'y préparer, l'idée c'est aussi de s'y préparer physiquement. Il y a quand même aussi un impact. Si je suis préparée physiquement à ma césarienne, mon corps récupérera mieux dans les premiers temps. Qu'est-ce que vous préconisez pour se préparer physiquement à une césarienne? Alors il y a un petit outil qui peut être très utile qu'on appelle un Winnerflow, c'est un petit sifflet qu'on peut acheter qui finalement sera tout aussi utile pour un accouchement voix basse qu'un accouchement voix haute. Donc pour celles qui écoutent peut-être ce podcast aujourd'hui, sachez que si vous achetez cet outil-là, vous aurez en fait finalement autant d'utilité à l'utiliser que ce soit voix basse ou voix haute. Donc l'avantage de ce petit sifflet, c'est qu'il va permettre d'expirer lentement, de manière dirigée, ce qui va aider à engager les abdominaux au moment où l'enfant sera extrait du corps de la maman. Et si on utilise de manière bien adaptée ce sifflet le jour J, on évitera les lésions abdominales et surtout les douleurs cicatricielles qui seront peut-être là bien sûr, mais elles seront peut-être moindres du fait de l'utilisation de ce petit sifflet-là. Donc ça, c'est un premier aspect sur physiquement comment s'y préparer. Moi, je préconise toujours à mes patientes, quoi qu'il en soit, quand elles sont en pleine grossesse, à césarienne ou voix basse, de continuer à bouger aussi, de travailler les abdominaux tout au long de la grossesse. Parce que du fait de la chirurgie, il y aura un risque d'avoir un diastasis qui restera plus longtemps chez une femme qui a eu une césarienne. Et du coup, dans le cadre d'une préparation à la césarienne, que ce soit programmée ou d'urgence, si on se prépare à cette éventualité, quelle place peut prendre le coparent? Parce que autant dans un accouchement par voie basse, le coparent est très impliqué. Autant dans quand on se prépare à une césarienne, on se dit un peu plus que le coparent sera simplement spectateur, voire parfois même absent. Comme tu le disais, du coup, déjà, il y a différents degrés d'urgence sur la césarienne. Il y a un code rouge, orange ou vert. Selon le degré d'urgence, c'est vrai que le papa sera plus ou moins présent. S'il s'agit d'une urgence immédiate, un code rouge, donc on doit agir vraiment dans les 10 minutes. Il n'aura peut-être pas eu le temps, en effet, d'enfiler sa tenue et de pouvoir être présent au bloc. Mais il sera quand même tout aussi essentiel à la convalescence de la maman. Lorsqu'il s'agit d'un code orange ou un code vert, en règle générale, le parent a le temps de s'habiller pour venir accompagner sa compagne au bloc. Et là, il prendra directement sa position de coparent. Enfin, en tout cas, l'intérêt du coparent sera déjà présent dès lors qu'il sera là auprès de sa conjointe. Donc déjà par le positionnement, on sait que si le coparent se trouve du côté de la tête de la maman qui ne voit pas ce qui se passe, il y a un aspect très rassurant d'être entouré d'une personne qu'on connaît, de ne pas être dans un environnement qui n'est pas assez familier. Donc ça va déjà commencer par la présence du père ou de la mère, en tout cas du coparent, qui sera aux côtés donc, de la femme accouchant. Ensuite, d'autres petites choses qui peuvent être intéressantes, c'est aussi de peut-être être là au moment où le cordon ombilical sera lui coupé, pour avoir déjà un premier contact avec l'enfant que la maman ne pourra pas avoir à ce moment-là. Du fait de l'émotion, toutes les émotions qui se mélangent au moment de la césarienne, elle peut aussi en oublier son projet de naissance qu'elle avait pu écrire, donc rappeler le projet de naissance de la maman. Avoir le petit Winnerflow dans la poche aussi, ça c'est intéressant parce qu'elle ne pourra pas l'embarquer avec elle au bloc, ainsi que d'avoir un téléphone sur lui parce que c'est le papa qui sera sûrement amené donc à voir l'enfant lors des premiers soins, enfin le coparent pardon, qui sera amené à voir donc l'enfant dans les premiers temps de soins et donc pouvoir capturer aussi les premiers souvenirs, les premières photos de l'enfant qui sont pas possibles d'avoir lorsque on est en train d'attendre du coup dans la salle de bloc avec l'équipe soignante. Le petit sifflet dont tu parles, alors j'ai pas retenu le nom, mais je savais pas justement qu'on pouvait l'emmener dans la salle. Ouais, c'est un Winnerflow. Winnerflow. Le papa peut, ou le coparent peut l'emmener. Oui, en fait, alors, le parent ne pourra pas avoir de sac sur lui, il faut le savoir. Il sera muni d'une blouse, donc il faut vraiment qu'il ait un pantalon à poche, ça c'est hyper important. Voilà, 2 poches minimum, le téléphone, le Winnerflow, comme ça on est déjà parti. Après, le Winnerflow peut-être ne servira pas, une fois de plus, hein. Ce dont on parle, c'est dans l'éventualité où tout est possible. Mais mieux on se prépare à plein de choses et plus la moindre petite chose que j'ai pu faire, c'est au moins quelque chose de fait en fait. Il vaut mieux être préparé à 100%, comme ça si au moins il n'y en a que 30, et on a fait 30% du travail et c'est déjà beaucoup d'avoir été actrice d'un minima de choses pendant la césarienne. Donc là je parlais pendant la césarienne, mais donc ta question revenait aussi sur comment se préparer en tant que coparent. Il y a aussi l'après, donc le juste après. Il faut savoir que la difficulté aussi, la vulnérabilité du corps, du fait de la cicatrice, va faire qu'il y aura des gestes plus difficiles à faire pour la maman. Donc décharger au maximum la mère, ça c'est hyper important, c'est-à-dire être assez volontaire dans l'idée de vouloir peut-être aider davantage sur le change, sur le fait de nourrir l'enfant, sinon allaitement, et donc vraiment beaucoup de gestes du quotidien qui ferait que du coup la maman ça lui sera beaucoup plus de temps pour qu'elle récupère et surtout qu'elle évite de se retrouver dans des positions qui sont pour elle douloureuses.
Donc lui poser beaucoup de questions, lui demander à chaque fois est-ce que tu te sens bien dans cette position, parce qu'il y a souvent un espèce de Wonder Woman spirit quand on devient maman, où on s'oublie soi-même, on oublie ses propres douleurs, on dit bah non mais j'encaisse, c'est pour Ouais, mon c'est ça. enfant. On a envie de tout faire C'est bien que nous-mêmes le et coparent on s'écoute pas. Malgré exactement. les douleurs ou autres, on essaye d'aller au-devant des choses et de tout faire. Exactement. Et généralement, du coup, on peut s'en mordre les doigts derrière si les douleurs ont fait qu'on en est arrivé à avoir des douleurs ailleurs, parce que la cicatrice, c'est dans le bas du ventre, mais il y a plein de choses qui gravitent autour et qui pourraient être gênantes par la suite. Donc, bien rappeler à la maman, est-ce que tu te sens bien, et lui reposer des questions sur comment elle se sent. En tout cas, la décharger au maximum, hein, ça reste une opération et les temps en maternité sont malheureusement parfois trop courts. Donc, prendre des bonnes habitudes pour le retour à la maison, en tout cas. Ouais, complètement. Émotionnellement, une césarienne, c'est quand même compliqué pour une femme parce qu'on est aussi à une époque où on prône beaucoup le retour à l'accouchement naturel, par voie basse, etc. Quand on est confronté à cette césarienne, c'est aussi difficile à vivre émotionnellement. Et puis il y a aussi pour beaucoup de femmes le stress de vivre une opération parce que c'est pas anodin non plus. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut se préparer à toutes ces angoisses, à ce stress? Comment est-ce qu'on peut réduire tous ces sentiments-là qu'on éprouve avant une césarienne? Je le dirais du coup assez souvent, mais toujours l'informatif, savoir comment ça va se dérouler. Beaucoup faire appel aussi si on a des personnes dans son entourage qui ont vécu une césarienne, même si elles l'ont vécu de manière stressée, angoissée, parce que ça peut être bien évidemment un moment de choc, entendre leurs témoignages pour déjà retenir le maximum d'informations des personnes qui nous entourent, parce que c'est un témoignage, je pense, qui peut être très cher. Et par la suite aussi, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place de coups plus personnels, comme de l'hypnose ou de la sophrologie. Nous, au sein d'Anma, on a reçu beaucoup de ressources de la part d'une doula qui, elle, pratiquait l'hypnonatal, mais d'une sophrologue aussi, qui ont eu à cœur de fournir en fait beaucoup d'informations pour nos ressources, pour aider les femmes donc, dans le postpartum. Mais elles interviennent aussi énormément dans la grossesse, lors de la grossesse auprès des femmes enceintes. Et elles les préparent en fait à des atmosphères. Donc, c'est-à-dire que si on sait qu'on a une césarienne programmée, il y a tout un déroulé qui peut se faire au sein d'une méthode qui s'appelle l'hypnonatal. Donc c'est une méthode qui se fait sur 5 à 6 séances, lors desquelles on s'immerge à fond dans un environnement qui a été défini. Et ça peut être possible, en tout cas, de vivre l'ambiance d'un bloc avant même de s'y être retrouvé pour la première fois. C'est fou. Voilà, c'est des outils qui peuvent t'aider, en tout cas, la sophrologie. Après, il y en a sûrement plein d'autres que je n'ai pas à ma connaissance, mais ces deux outils-là, en tout cas, ils me sembleraient très adaptés pour s'y préparer psychologiquement. Ok, déjà s'informer, en parler autour de nous pour avoir des retours d'expérience de femmes ayant vécu des césariennes aussi, et puis faire appel à une sophrologue pour aller un petit peu plus loin si on sent qu'on en a besoin. Exactement. Alors, tu parlais aussi de comment est-ce que le coparent pouvait être acteur aux côtés de sa compagne au moment d'une césarienne. Comment est-ce qu'une femme qui vit une césarienne peut faire pour elle-même se sentir actrice le jour de sa césarienne? Comme je disais, donc, il y avait une possibilité d'écrire un projet de naissance. Une fois de plus, selon l'urgence de la césarienne, si c'en est une, en tout cas si c'est une césarienne d'urgence, ce sera plus ou moins possible de l'appliquer à la lettre, mais ça peut être le cas. Donc le projet de naissance sur lequel la femme va écrire en tout cas son désir de voir son accouchement se passer de telle ou telle manière, il va être assez intéressant. Nous, en règle générale, on recommande aux femmes d'écrire leurs besoins sur ce projet de naissance. Et il y a des petits conseils qu'on peut leur donner si, par exemple, elles ont l'habitude d'avoir des musiques réconfortantes dans leur quotidien. Elles peuvent demander à ce que le jour J, pareil, muni d'une poche, le coparent puisse amener une petite enceinte ou le téléphone, de telle façon à faire passer cette musique. On peut demander avoir un environnement musical qui nous correspond. On peut aussi arriver à parfois demander à ce que les champs opératoires, c'est-à-dire le champ qui est devant la maman, pour la protéger aussi, qu'elle ne voit pas l'opération se faire, soit assez bas, positionné plus bas pour qu'elle puisse voir donc la sortie, l'extraction de son enfant se faire, et donc voir son enfant arriver, la première fois qu'il va sortir donc, de l'utérus, avoir le premier échange avec son enfant qui se fera de manière visuelle. On peut aussi donc demander à essayer d'être accompagné dans l'effort d'extraction, donc au sein de l'expiration par ce fameux winner flow, donc utiliser le petit sifflet. Ouais. Après, il y a des mamans aussi, alors moi j'ai eu des retours, une maman qui voulait absolument, je trouvais ça très chouette, elle voulait absolument qu'on appelle son enfant par son prénom au moment où il allait sortir de son ventre, et donc elle a demandé à ce que l'équipe soignante autour d'elle mentionne le prénom de son enfant au moment où il était là. Et ça, c'était vraiment quelque chose auquel elle tenait énormément, et donc c'était mentionné sur son projet de naissance. Ouais, c'est génial. Et c'est génial de rappeler ce qu'on peut faire parce que, moi je prends mon exemple. Autant j'avais un projet de naissance pour ma première fille qui est née par voie basse, autant pour mes jumeaux qui sont nés par césarienne.
On m'avait pas proposé d'en faire un. J'ai même pas eu idée de faire un projet de naissance parce que c'était césarienne et pour moi c'était voilà, il y avait l'acte médical et derrière je pouvais rien demander de plus quoi. Je pouvais c'était de toute façon médicalisé et très cloisonné quoi. Donc j'avais pas forcément de liberté en plus ou de souhait à émettre autour de cet acte médical. Sachant que si le projet de naissance, quand vous allez éditer votre projet de naissance, une fois de plus, il n'y a aucune obligation. Si on ne veut pas en faire, on n'en fait pas. Mais si on souhaite du coup faire un projet de naissance, toujours se projeter dans l'éventualité qu'il puisse y avoir une césarienne. Parce que ça permet aussi d'accepter le fait que si ça arrive, je l'ai écrit, le fait d'écrire en fait le fait que ça puisse arriver, je pense que c'est un petit process aussi dans sa tête de se dire en fait j'ai peut-être accepté que cette éventualité puisse être là. C'est sûr. Et est-ce que, alors cette question complètement naïve, je te la pose parce que moi ça n'a pas été le cas, est-ce qu'on peut immédiatement avoir les bébés sur nous après une césarienne? Alors ça c'est un sujet qui est très intéressant Camille, ce que tu me demandes, mais à la fois assez délicat. Nous on le recommande de nouveau dans le projet de naissance de parler du pot à pot, parce que le pot à pot c'est donc la première rencontre avec l'enfant, le premier contact physique que la maman aura avec son enfant. Malheureusement parfois il n'est pas possible ce pot à pot. Tout dépend en fait comment la maman a vécu déjà sa césarienne, s'il n'y a pas eu de complications chez la maman pendant la césarienne qui permettront pas de recevoir l'enfant directement. Aussi chez l'enfant du coup lui aussi a souffert pendant l'accouchement et aurait besoin d'être vu assez rapidement par une équipe soignante. C'est une vraie volonté de la part des soignants dans les blocs d'arriver à mettre en place ce pot à pot le plus rapide possible, si en tout cas c'est possible de le mettre en place. Il y a beaucoup d'acteurs de la santé qui ont fait en sorte de faire avancer le pot à pot de façon quasi systématique dans les blocs, ce qui demande quand même d'avoir une équipe qui est aussi présente et quand même sous surveillance, qu'il faut surveiller la maman et l'enfant lors du pot à pot, et donc c'est quelque chose qui avance. On n'y est pas encore, mais en tout cas c'est une vraie volonté d'arriver à proposer ça aux mamans de manière systématique. Sauf cas spécifique qui nécessiterait une prise en charge de l'enfant ou de la maman, ça peut être une éventualité ou quelque chose qu'on peut inscrire dans un projet de naissance si ça nous tient à cœur de faire du pot à pot. Exactement. Alors on parle depuis le début de justement césarienne d'urgence, etc. Quelles sont les situations qui vont amener à une césarienne? Dans quel cadre est-ce qu'une césarienne est préconisée? Alors, donc, il y a des indications donc, qui vont être maternelles, comme on le disait, pour la maman, donc qui ferait que la césarienne serait, elle, judicieusement menée. Et sinon, des indications plutôt fétales, donc c'est-à-dire que l'enfant en souffrance aurait besoin donc, d'être amené à voir le monde par césarienne. Donc, il y a des complications qu'on peut voir apparaître pendant la grossesse, qui déjà permettent donc de savoir si ça va être une césarienne potentiellement programmée, ou bien des complications qui pourraient, elles, se faire sentir lors de l'accouchement par voie basse, et pour lesquelles donc on irait vers le bloc. Donc souvent les complications médicales un peu plus anticipées ou plus facilement anticipables en tout cas, ça peut être donc chez la maman par exemple un risque de prééclampsie sévère ou un diabète gestationnel qui aurait été mal contrôlé. Il peut y avoir aussi des problèmes d'ordre anatomique on va dire, donc pas problème, mais des conditions anatomiques qui seraient peu favorables à un accouchement par voie basse. Donc un bassin trop étroit par exemple, qui ne permettrait pas le passage de l'enfant. On pourrait avoir aussi des césariennes qui antérieurement auraient déjà eu lieu, donc sur des cicatrices plutôt fragiles ou mal placées, où on envisagerait très peu de repasser par un accouchement voie basse. Donc on réintégrerait la césarienne comme étant une solution. Il peut y avoir aussi des problématiques de placenta prévial, donc c'est un placenta qui va lui se positionner donc, d'une telle façon que le col de l'utérus lui se retrouve bloqué et diverses causes médicales aussi, des infections. Je fais un petit résumé pour la maman plutôt. Et pour l'enfant, un mauvais positionnement par exemple. Il y a des accouchements qui se font avec un enfant qui serait placé donc en siège. Oui. C'est possible d'accoucher par voie basse, mais c'est aussi envisager qu'on puisse avoir une césarienne pour éviter du coup surtout des séquelles chez la maman. Un enfant qui aura un poids très élevé estimé à la naissance, pareil, c'est pas forcément une condition systématique de césarienne, mais ça peut être le cas. Et une souffrance fétale, par exemple, aussi lors de l'accouchement, un enfant qui aurait plutôt une détresse au niveau cardiaque, qui indiquerait plutôt un accouchement par césarienne. Et donc une autre raison aussi, des grossesses multiples, comme là tu le disais, donc la gémellité, ou comme aussi plus que seulement 2 enfants, 3 ou 4, qui indiqueraient plutôt une césarienne. On sait qu'il y a quand même des risques autour d'une césarienne. Quels sont les risques majeurs liés à une césarienne et comment bien se préparer à l'éventualité de ce risque-là? Déjà, comme on le disait tout à l'heure, la maman du coup peut, elle, voir des risques immédiatement après l'accouchement, qui serait donc un risque hémorragique. Comme toute opération, il y a une incision, donc forcément, il y a un risque d'hémorragie qui peut arriver. Il peut y avoir aussi un risque infectieux qui se trouverait au niveau des incisions, au niveau de la plaie chirurgicale, mais aussi en fait, des risques post-partum qui seraient donc liés là aussi au processus de cicatrisation, avec un risque d'infection au niveau de la cicatrice. Donc déjà, avoir abordé une bonne hygiène. Normalement, on accouche par césarienne dans un hôpital, donc on est sous la gouverne des soins, donc en théorie, on limite au maximum les infections grâce aux
aux bons soins qui sont prodigués par les infirmières. Et par la suite, les risques qui pourraient avoir lieu par la suite seraient plus non pas, on pourrait pas parler de risques, mais d'inconfort dans le quotidien. Donc il y a une cicatrice qui, elle, évoluerait vers un processus plutôt très inflammatoire, qui pourrait amener donc à l'apparition d'adhérence, donc d'une zone très peu mobile au niveau du ventre, qui derrière pourrait entraîner là aussi des complications plutôt des complications des gènes au niveau digestif. Et puis derrière, une insensibilité aussi de la zone, avec un manque de sensibilité au niveau des tissus et donc derrière finalement un tact qui serait moins précis sur ce qui se passe dans cette zone-là. Et donc autres complications ou autres en tout cas désagréments dans le quotidien, on parlait aussi du diastasis, le fait que les abdominaux récupèrent moins bien dans la zone basse sous le nombril, qui pourrait donc laisser apparaître derrière une hernie aussi, une hernie abdominale, avec un risque donc pareil au niveau digestif, qu'un moins bon maintien des viscères se faire à cet endroit-là. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas un résumé de tout ce qui existe. Tout à fait. Non, mais surtout, puis après, il y a beaucoup de cas par cas. Et puis, voilà, en postpartum immédiat, c'est surtout des risques liés à l'opération et du coup à une éventualité d'une hémorragie, comme tu le disais, dans n'importe quelle opération en fait. Et après, à plus long terme, c'est vraiment des risques, entre guillemets, liés aux soins de la cicatrice et à la cicatrisation en elle-même, à la récupération, etc. Et ça, du coup, on y reviendra un peu plus tard. Tu vas nous dire comment bien récupérer de sa césarienne, comment prendre soin de sa cicatrice et de cette zone qui est quand même marquée. Moi, j'ai une dernière question sur le jour J, comment est-ce que ça se... et puis le postpartum immédiat aussi, comment est-ce que ça se déroule? Aujourd'hui, en maternité, comment est-ce qu'on est pris en charge dans le cadre d'une césarienne? Donc oui, on a la partie bloc. Après ça, qu'est-ce qui se passe pour la maman? Alors, donc, une fois que la suture a été faite, la maman va être amenée à être sous surveillance pendant au moins 2 heures, en tout cas dans une salle de réveil, où là, elle pourra retrouver son enfant. Donc, il faut savoir que l'enfant sera parti faire ses soins, théoriquement, assez rapidement après sa sortie, et donc, la maman pourra l'y retrouver, en tout cas, dans cette salle pendant qu'elle sera surveillée pendant quelques heures. Le tout, c'est d'observer et voir si la fréquence cardiaque est correcte chez la maman, sa tension, que toutes les constantes sont correctes. Et par la suite, donc, dans les 6 premières heures, il y a un objectif qui va être de faire marcher la maman, de telle manière à ce qu'elle réaffaire aussi du coup son système vasculaire et donc circulatoire, et s'assurer qu'elle puisse marcher correctement. Donc voilà, dans les 6 premières heures, du coup, il y aura une marche qui sera mise en place, une légère marche, mais le but c'est de faire un premier lever de la maman. Le séjour devrait durer à peu près 4 jours, et pendant ces 4 jours-là, elle recevra donc les bons soins d'une infirmière et de son obstétricien peut-être, qui viendra nous vérifier l'état de la cicatrice, qui devrait être sous un pansement dans les premiers temps. Moi, j'avais aussi eu du coup un kiné qui était venu pour me masser les jambes pendant toute la durée du séjour, pour éviter les risques de phlébite ou autre. Non, mais ça, c'est une grande chance. Alors, ça n'existe pas dans toutes les structures, mais quand c'est le cas, c'est génial. Enfin, c'est super. Le port des bas de contention, en tout cas, c'est quelque chose d'évident qu'il faut directement mettre en place dès les premières heures après la chirurgie. Alors, se faire aider pour les mettre, ne pas tenter de les mettre soi-même, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, oui. Le port de bas, c'est hyper important pour refavoriser une circulation de manière plus adaptée, quoi. C'est sûr. Tu parlais de la marche dans les 6 heures qui suivent la césarienne. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé ça hyper dur. Je trouvais que c'était vraiment une étape très compliquée. Je comprends, oui. Non, c'est vraiment ça va être la première partie du marathon qui commence de la maternité, c'est déjà d'arriver à se lever, et bravo à toutes les femmes qui y arrivent, parce que c'est difficile. Ouais. Justement, une fois qu'on rentre à la maison, pendant les semaines qui vont suivre la naissance par césarienne, est-ce qu'il y a des choses qui sont à éviter, notamment en ce qui concerne le soin du bébé? Tu parlais de l'importance du coparent qui nous aide dans beaucoup de tâches. Alors, de toute façon, on va parler d'éviter, parce que dans tous les cas, il y a plein de choses que les mamans sont amenées à faire. Bien sûr. Voilà, c'est juste bien sûr de pas trop les répéter et de pas négliger en fait l'importance aussi de prendre soin de sa cicatrice de par ces gestes-là. Ne serait-ce que de changer son enfant se fasse sur un support assez haut si possible, pour éviter d'être trop penché en avant. En fait, tout ce qui va amener à fermer l'espace entre le ventre et les hanches, et donc comprimer la cicatrice, peut s'avérer comme étant désagréable pour certaines mamans. Je dis pas que toutes les mamans, parce qu'on n'a pas le même seuil de douleur, une fois de plus. Donc essayez d'avoir toujours des supports assez hauts. Que ce soit à la baignoire aussi également, si jamais il y avait un premier bain, qu'on souhaitait participer à ce premier bain avec le coparent, ou en tout cas juste l'effectuer soi-même, puisque parfois on n'a pas toujours la chance d'être accompagné, et bien s'assurer d'avoir peut-être une baignoire sur pied. Pareil pour tout ce qui est donc lié au port de l'enfant, essayer de s'assurer d'avoir un port qui est assez haut, d'avoir des accoudoirs peut-être sur un siège ou sur un fauteuil, pour bien reposer les coudes sur l'accoudoir et non pas comprimer le ventre avec le poids du bébé. On peut aussi s'armer d'un super coussin d'allaitement qu'on vient disposer devant soi, on place l'enfant dessus, et au moins il n'est pas direct au contact du ventre, pour aussi défatiguer un peu le corps.
c'est en fait avoir pensé l'environnement, et c'est là aussi que le fait d'être préparé un peu avant, même si on n'avait pas pensé à ces éventualités-là, se dire voilà, mon intérieur chez moi, il est prêt pour un accouchement voix haute, un accouchement voix basse, et que tout ce que je vais faire, de toute façon, ce sera aussi m'économiser. Donc on s'économise pour une femme qui a eu une césarienne comme une femme qui a eu un accouchement voix basse. C'est important de rappeler que voilà, toutes ces adaptations sont aussi bonnes pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce que toi, tu recommandes dans les premiers jours immédiatement après la césarienne pour une bonne récupération? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la fois sur sa cicatrice ou tu parlais de continuer à bouger, etc. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc déjà marcher, si on peut. Bien sûr, définir un périmètre de marche qui nous semble accessible. On parle pas d'aller faire 10 km, mais jour après jour, augmenter le périmètre de marche, tout ça en respectant toujours le ressenti. Donc, tout ce que je vais décrire là, il faudra bien considérer que c'est en fonction aussi de ce que ressent la maman. Donc dans un premier temps déjà marcher, ensuite donc s'armer de bas de contention, les enlever la nuit bien évidemment, mais les porter au maximum la journée, ça c'est hyper important. Reconnecter avec la zone en venant parfois seulement venir regarder la cicatrice dans le miroir. Voilà, d'être assez observatrice par rapport à cette zone. On a tendance un peu à occulter malheureusement et à déconnecter de soi. Donc vraiment reconnecter visuellement déjà dans un premier temps. Reconnecter aussi par le toucher, on peut simplement aller placer les mains dans la zone qui a été, elle, donc lésée par la cicatrice. Donc simplement peut-être placer un linge sur le ventre, venir placer les mains sur ce linge-là pour pas avoir un contact direct. Parfois c'est pas forcément évident de reconnecter directement dans le toucher. Puis par la suite, essayer aussi de reconnecter par rapport à la respiration, s'assurer qu'on respire bien avec le ventre. Tendance à venir concentrer tous les efforts de respiration sur le thorax et donc en oublier là aussi toujours occulter la zone ventrale. Je pourrais en dire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais déjà ces 3 premières choses, regarder sa cicatrice, marcher et potentiellement pourquoi pas venir toucher la zone ou s'en rapprocher au fur et à mesure des jours. Moi, j'ai trouvé que c'était très difficile de toucher justement cette fameuse cicatrice. On me disait beaucoup, faut la masser, etc. Je n'arrivais pas. Enfin, je trouvais que c'était, ça restait encore un peu insensible, etc. J'avais du mal à mettre les mains autour de cette zone. Et ça, on en parle beaucoup dans ADMA, donc notre offre avec notre box, où on a fait tout un déroulé de vidéos où on accompagne vraiment les mamans vers cette reconnexion progressive et on explique vraiment comment utiliser chaque élément de la box pour que la cicatrisation soit sur la bonne voie et puis surtout que la maman aille de mieux en mieux et sente cette partie du corps comme faisant partie d'elle en fait. Hein. C'est un très beau symbole, hein, la cicatrice. C'est une essence. Donc. C'est sûr. Jusqu'à quand justement est-ce qu'on peut faire un travail assez efficace sur la cicatrice? Et puis quelle routine de soins est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la cicatrisation? Alors dans la cicatrisation, déjà il y a des phases donc, qui sont tissulaires et qui sont normées. Hein. Le corps a son petit procédé naturel. Et donc il y a une phase qu'on dit de remodelage. Donc c'est une phase sur laquelle on va pouvoir toucher à la cicatrice et l'améliorer au niveau de son aspect, qui dure 18 mois. Donc il faut savoir que si on se rend compte que sa cicatrice n'est pas forcément dans l'état dans lequel on souhaiterait ou qu'on en souffre au quotidien et qu'on se retrouve seulement par exemple à 6 mois postpartum, et il y a encore un peu de temps pour pouvoir travailler dessus. Donc jusqu'à 18 mois, on peut travailler sur la phase de remodelage, c'est-à-dire pour améliorer l'aspect de la cicatrice. Pour tout ce qui est donc question de douleur ou gêne, on pourra travailler dessus toute notre vie. Donc si vous avez une vieille cicatrice, que ce soit donc la césarienne ou une autre, sachez que vous pourrez travailler dessus toute votre vie et jusqu'à 18 mois pour en améliorer en tout cas l'aspect. Quand tu dis travailler dessus, c'est travailler nous-mêmes dessus en tant que femme ou aller voir un professionnel qui va nous aider à travailler dessus? Alors les deux sont les très bonnes solutions. Donc soit même parce que on pourra d'autant plus fréquemment faire des choses adaptées et aussi avec un thérapeute. Par la kinésithérapie et par l'ostéopathie, on peut arriver à faire pas mal de choses sur les cicatrices et donc aussi utiliser pourquoi pas des outils tels que de la radiofréquence. Ça c'est aussi un outil qui a montré ses preuves qui donc, ne s'emploie pas seul mais qui s'emploie donc du coup auprès d'un professionnel et qui permettra de travailler sur vraiment cette phase de remodelage tissulaire plus en profondeur. Je prends encore mon cas, ça fait 3 ans que j'ai eu ma césarienne, ma cicatrice est toujours hyper visible, hyper présente, comme je disais, je l'ai pas touchée, j'en ai pas pris soin, j'ai passé ce laps de temps des 18 mois. Pour celles qui comme moi n'ont quasiment jamais rien fait autour de leur cicatrice, est-ce qu'il est toujours possible de faire quelques petits soins, essayer d'améliorer l'aspect, la sensibilité ou autre? Alors c'est pas perdu d'avance, Ouais. On peut envisager d'aller voir un thérapeute, je pense, plus dans ce cadre-là, parce que c'est des cicatrices qu'on dit comme étant fibrosées passé un certain temps en fait de cicatrisation, et sur lesquelles l'offre ADMA n'aura pas d'impact. Comme je vous disais, c'est jusqu'à 18 mois que nous on essaie de vraiment accompagner les femmes, mais je pense que oui, aller voir un thérapeute qui soit spécialisé et connaisseur de la chose, quelqu'un comme un kinésithérapeute ou un ostéopathe qui vraiment a su se former aux cicatrices et qui posséderait peut-être potentiellement l'outil de la radiofréquence. On pourra beaucoup travailler en profondeur grâce à ces outils-là.
On parlait aussi tout à l'heure du côté émotionnel, du fait que c'était difficile à accepter une césarienne et que c'était moins une éventualité qui était acceptée par les femmes. Comment aider les parents en postpartum, et notamment les mamans, à surmonter cette déception ou le sentiment d'échec qui est souvent associé à la césarienne? En discuter autour de soi, pour aussi que ça devienne quelque chose de plus commun d'entendre parler de césarienne. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même 21% des femmes qui accouchent par césarienne. Donc on a toutes une tante, une cousine, une sœur, une amie qui a accouché par césarienne. Si j'entends parler d'une césarienne, je serais peut-être plus familière de la situation et je me rendrai compte que je ne suis pas une femme en marge de la société. Comme une femme sur 5, j'ai accouché d'une manière différente, mais qui s'avère être un accouchement. Donc déjà, vraiment en parler, je pense que c'est hyper important. Et pourquoi pas se faire accompagner aussi par un psychologue pour le vécu émotionnel. Ne pas garder en soi un très mauvais souvenir de l'accouchement comme étant un échec, comme on le disait, comme une sensation d'échec. Et comme on l'a dit aussi pour la gestion du stress en prépartum, l'outil tel que la sophrologie et l'hypnonatal permettent peut-être de revivre l'accouchement et d'arriver à finalement remodéliser un peu la manière dont on l'a perçu maintenant, alors qu'il s'avérait être un très beau moment lorsque on a vu notre enfant pour la première fois. Est-ce que toi, tu as un témoignage ou une histoire que tu pourrais nous partager pour nous montrer aussi que la césarienne, ça peut être aussi une expérience bien vécue, très belle, qui montre aussi la force de la femme, la beauté de cette naissance? Oui, donc par exemple, on avait accompagné une femme qui, elle, avait eu un accouchement voix basse, donc c'était son second accouchement, l'accouchement par césarienne. Et son accouchement par voix basse s'était très mal passé, donc en l'occurrence, il y a aussi des mauvais souvenirs parfois, la manière différente d'accoucher, et qui avait un très mauvais souvenir et qui avait à cœur en tout cas d'avoir un second enfant, et sa seule crainte c'était d'accoucher. Et elle a vu en la césarienne une option adaptée, puisqu'elle avait une peur bleue de réaccoucher par voie basse. Et donc elle a accouché par voie haute et elle s'y est fortement préparée, tout en sachant que c'était programmé pour cette personne-là. Donc une fois de plus, c'est une autre cible, mais en tout cas, de par le fait qu'elle ait vraiment préparé son accouchement, elle a vécu un merveilleux moment. Elle avait ancré dans son projet de naissance qu'elle puisse avoir du pot à pot avec son enfant. C'est la fameuse personne dont je parlais qui a fait appeler son enfant par son prénom au moment où il a été extrait. Elle a pu partager tout ça aussi avec son conjoint, qui s'est senti très accompagnant, puisqu'il avait pris à cœur le fait de se dire, si je suis là et préparée, comme autant que l'est ma conjointe, on sera une équipe. Et il a vraiment eu l'impression de l'accompagner énormément dans son accouchement, plus que par la voix basse où il avait été démuni par ce qui se passait le jour J. Et donc elle avait préparé l'avant ensemble par un atelier avec son conjoint. Et l'après parce qu'elle avait, c'était muni de notebox et des bons conseils qu'on avait pu lui donner. Et donc elle avait l'impression vraiment d'être actrice de A à Z de tout ce qu'elle avait vécu. Est-ce que c'est possible aujourd'hui en France de demander une césarienne? Enfin, c'est des conditions particulières. C'est-à-dire que dans un établissement public, ça peut être le cas si des conditions de santé de la maman contre-indiquent un accouchement par voie basse. Et dans le secteur du privé, par contre, là, généralement, il y a moins, en tout cas, on va dire, de contre-indication à la césarienne. On s'adapte en gros au projet de la maman. Donc tout dépend en fait des conditions dans lesquelles la césarienne est-elle demandée. Alors si tu avais un dernier message à transmettre aux futures mamans ou même aux couples qui appréhendent la césarienne, quel serait-il aujourd'hui? Je reviens sur le prépartum, c'est quelque chose qui vraiment nous tient beaucoup à cœur et on essaye absolument de faire entendre à des femmes qui n'ont pas d'accouchement par césarienne programmée de s'informer, ça c'est hyper important. Et après pour la suite, savoir qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa cicatrice comme on le disait, que vous avez jusqu'à 18 mois pour en améliorer l'aspect et toute votre vie pour en améliorer aussi les symptômes si vous êtes gêné, et que Anma est là pour répondre à ses besoins immédiats de par notre offre, donc grâce à nos éléments qui vont aider à travailler sur la cicatrice, mais aussi toutes les ressources qu'on a faites au sein de notre plateforme. Vous aurez accès à beaucoup d'accompagnement. Donc on parlait de la sophrologie, donc il y a à la fois du contenu lié à une sophrologue, de l'hypnonatal, vous avez aussi des conseils de portage, vous avez tout un ensemble de vidéos qui peuvent vous expliquer comment mieux vivre avec votre cicatrice, comment en prendre soin, et ce programme de sport adapté. On arrive à la fin. Je te remercie beaucoup, Justine. Merci Camille, c'était un plaisir. Merci pour ton temps, merci pour toutes les informations que tu nous as données aujourd'hui sur la césarienne. Comme on le disait au début, c'est vraiment quasi 50% des naissances, cas de grossesse multiples, qui finissent en césarienne. Donc c'est très important pour des mamans qui sont en cours de grossesse gémellaire, à la fois de s'y préparer, de savoir à quoi s'attendre le jour J, et puis de savoir quoi faire en postpartum pour bien prendre soin de soi. Donc merci pour toutes les informations hyper précieuses que tu m'as données aujourd'hui. J'espère voir dans les prochains mois les aboutissements de toutes vos ambitions pour le projet Anma, qui, comme je le disais, c'est vraiment un projet que
j'adore et que j'aurais aimé connaître, ou en tout cas avoir à ma disposition il y a 3 ans quand j'ai eu ma césarienne. Merci Camille, et on espère pouvoir aider un maximum de femmes de ta communauté au travers de cette expérience et de cette belle expérience qu'est la césarienne. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Coup Double, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître Coup Double et à le faire grandir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram pour découvrir toutes nos ressources dédiées aux parents et futurs parents de jumeaux. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.